Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties, où on parle d'un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, un peu malade, voilà, un peu mal au ventre. Je sais pas si c'est le froid ou si j'ai mangé un petit truc, mais sinon, ouais, ça va. On est un peu en avance cette semaine. Oui, bah effectivement, en fait, on n'a pas sorti de format news sur le coup cette semaine, on peut dire ça. C'est ça, et c'est pour ça qu'on fait cet épisode un peu plus tôt. Voilà, il sortira un peu plus tôt. Voilà, c'est pour compenser. Mais normalement, les news devraient revenir la semaine d'après. C'est ça. On n'avait pas assez, voilà, pour être honnête, on n'avait pas assez de news il y avait pas grand chose qui se passait, donc on n'allait pas faire un épisode de 15 minutes. En vrai, ça allait pas être très très fou. Il y a eu le week-end de Thanksgiving qui a un peu tout arrêté aux États-Unis aussi, donc, qui a fait qu'on n'a pas eu beaucoup de nouvelles de l'industrie du cinéma et des séries, quoi. Voilà. Donc bon, on s'est dit, on va pas faire ça, mais du coup on a fait The Wicked. Ça n'existe pas, The Wicked, mais Wicked parce que... Ah, c'est le chanteur, ça? Non. The Wicked. Effectivement, non, c'était pas la même chose. Wicked, bah c'est quoi Wicked? Bah à la base, il y a eu Le Magicien d'Oz. Voilà, Le Magicien d'Oz, qui est un roman de je ne sais plus qui. Voilà, j'allais dire, mais j'ai oublié. Ian Fleming? Non, attends. Non, ça c'est Victor Fleming, celui qui a réalisé le film de 1939, donc c'est pas Ian Fleming, c'est donc James Bond. C'est pas... mais c'est marrant parce que c'est ça, parce que le premier film du coup est réalisé par Victor Fleming. Enfin, c'est pas le premier film parce que je crois qu'il y en a eu avant. Mais en tout cas, le film le plus connu de ces années-là, c'est le film Le Magicien d'Oz de Victor Fleming. Victor Fleming qui a réalisé Autant en emporte le vent. Donc voilà, et les deux films d'ailleurs, Le Magicien d'Oz et Autant en emporte le vent, sont sortis la même année. Donc assez fou. Ah, je savais pas. Ok. Ouais. Et c'est un film qui a eu un tournage complètement chaotique. Bon, Autant n'importe le vent aussi, il me semble, mais voilà, il y a eu plein de scénaristes. Enfin, le film, il a mis, je crois, 10 ans à se faire, un truc comme ça, tellement il y a de scénaristes qui sont passés dessus. Il y a eu 3 réalisateurs en tout qui ont tourné sur le film. Au final, c'est Victor Fleming, du coup, qui a été crédité parce qu'il a réalisé la plus grosse partie du film, la majorité du film. Mais ouais, ça a été un vrai casse-tête, quoi, pour faire ce film. Il y a eu des gros problèmes, notamment avec l'actrice Judy Garland, donc l'actrice principale. Elle a eu pas mal d'abus sur elle parce qu'elle est censée jouer une adolescente et elle était un peu plus grande pour le rôle, et ils l'ont bourré de médicaments en gros pour qu'elle perde du poids et qu'elle fasse beaucoup plus jeune. Donc c'est des trucs horribles, voilà, maintenant qui sont sortis sur le film. Mais ça, on va pas Tu sais ce que j'allais dire à la base, quand tu dis ça fait 10 ans et tout, j'allais dire ouais, c'est un peu le Flash de l'époque, quoi. Ouais, alors c'est pas la même à la fin, c'est pas la même chose, c'est pas le même résultat, je dirais. Oui, déjà aussi. Parce que bon, il y a eu plein de problèmes, il y a plein de films dans l'histoire du cinéma qui ont marqué le cinéma et qui ont eu plein de problèmes de production. Apocalypse Now, je pense que ça c'était des films les plus, voilà, avec le meilleur exemple. Plusieurs cuts d'ailleurs, hein, on est d'accord. Hein. Oui, bah de toute façon le film il a mis 10 ans à se faire, hein, entre le tournage et tout, enfin bref, c'était un bordel. Mais on peut pas nier, c'était quand même une vraie réussite technique, en tout cas. Je sais pas toi ce que tu penses du premier Magicien d'Oz que t'as découvert cette année, je crois, ou pas, je ne sais plus. J'ai découvert au Nouvel An l'année dernière parce que j'étais tout seul. j'ai regardé le Magicien d'Oz. Je sais pas, pour avoir un peu de la féerie et tout. Et j'ai vachement aimé. Sur le coup, j'ai trouvé ça très bien. Même si ça vieillit, hein, ça vieillit de fou, mais j'aime bien le passage du noir et blanc à la couleur et tout. Je trouve qu'il y avait un truc qui marchait bien dans le film. Et ouais, je pense que pour l'époque, techniquement, c'était assez fou. Ouais, les décors, les costumes, même l'imagerie, hein, c'est un film qui a beaucoup utilisé de la technologie Technicolor, voilà, et il y a cette fameuse scène dont tu dis où Judy Garland passe du cinéma en noir et blanc au cinéma en couleur, et c'est vrai que c'est un marqueur du passage du cinéma qui est passé après, à peu près à partir de là, complètement, quasiment au cinéma en couleur, quoi. Enfin, en tout cas, il y a une progression, mais voilà, c'est un peu un marqueur de ça dans l'histoire du cinéma. Et oui, l'imagerie qui a marqué l'inconscient collectif, je pense, et même le cinéma en général. Il y a tellement de rêves au Magicien d'Oz et à ce film-là, voilà, c'est un truc. Mais tu vois, j'ai vu le film fin d'année dernière, mais je connaissais déjà, tu sais, la bande, le lion, le robot. Oui, comment l'histoire est narrée, après ça c'est assez, c'est très Alice au pays des merveilles, tu vois. Voilà, il y a pas mal
Moi, le film, il m'a pas tant marqué. Enfin, là, je l'ai revu parce que j'avais des images petits, parce que je l'ai vu petit, comme tout le monde. Ça a dû passer, c'est passé à la télé. T'as vu des trucs du film, mais je me souvenais quasiment pas du film. On va se mentir. Et ouais, en fait, c'est vraiment un film pour enfants, quoi. Pour le coup, c'est un truc c'est hyper mièvre. Il y a plein de bons sentiments. C'est hyper manichéen. T'as une morale. Ça, c'est avant la Seconde Guerre mondiale, je crois. Durant le très tard, en France, je crois. C'est sorti en 39, donc c'est sorti au moment où la guerre a commencé. Donc oui, c'est possible qu'on l'ait eu après la guerre. Mais nous, on l'a eu après la guerre, je crois. Oui, c'est possible, 50, c'est possible. Et ouais, bah en fait, c'est une morale tradie. Enfin, des films de Victor Fleming, voilà, qui a aussi une morale dans autant n'importe le vent, qui est assez. Voilà, oui, c'est vrai que c'était assez problématique, je crois. Bah c'était une morale tradie et un peu bizarre d'ailleurs à la fin du film, parce qu'à la fin du film, elle est en mode. Ouais, enfin, la morale, c'est genre, vaut mieux rester à la maison et se contenter de sa maison et tout. Alors que la meuf, elle est passée dans un monde hyper féerique et tout, alors que son monde, il est en noir et blanc. Tu fais, bon, je comprends pas trop le truc, mais ok, pourquoi pas. Bizarre. Mais ouais, un peu bizarre, mais ouais, moi, c'est un peu trop cucu, mièvre pour moi, quand même. Genre, même, ça me... Oui, mais c'est l'époque aussi, je pense. Tu peux plus faire ça maintenant, aussi nièvre que ça. Bah, je sais pas si c'est l'époque, parce qu'il y avait quand même des films à l'époque, des films de Capra, des trucs comme ça, qui sont beaucoup moins mièvres, manichéens. Oui, mais ça se veut grand public, ça aussi. Oui, non, mais ça se veut surtout un film pour enfants, voilà, comme ça, bon, voilà. Ça raconte, quoi. Oui, complètement, mais bon, il y a des contes qui sont un peu moins mièvres que ça, quand même, heureusement d'ailleurs. Mais ouais, en tout cas, ça m'a pas marqué au niveau de ce que ça raconte, mais c'est vrai que techniquement et tout, dans l'imagerie, ça m'a quand même assez séduit, voilà. C'est quand même. Après, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les Américains et beaucoup moins les Français. Enfin, moi, j'ai toujours cette impression-là. J'ai pas l'impression que mes parents me parlent tout le temps des magiciens d'Oz, des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est un peu une institution, le magicien d'Oz. Ouais, je pense aussi. Ouais. Après, quand même, c'est quand même connu internationalement. Tu vois, le magicien d'Oz. Mais on a eu d'autres versions du magicien d'Oz après à travers le temps, puisqu'il y a eu plein d'adaptations et tout. Et notamment, moi, j'ai revu le film de Sam Raimi, le monde fantastique d'Oz. Le Disney. C'est ça, de Disney, et qui a coûté extrêmement cher et qui a fait un petit flop au box-office, puisque je crois qu'il a apporté 500 millions, mais il a coûté dans les 220, 230 millions, enfin c'est un truc de malade, quoi. Le film, il a coûté extrêmement cher. Donc voilà, ça s'est un peu floppé. Et ça reprend le principe du noir et blanc au début, avec James Franco, voilà, et qui va après, voilà, passer au monde en couleur, dans le monde d'Oz, et ça dégouline d'effets spéciaux, d'effets visuels, voilà, c'est un peu le nouveau Technicolor de notre temps. Techniquement, c'est les nouvelles technologies. Voilà, Technicolor, c'était une nouvelle technologie à l'époque. Nous, c'est les effets spéciaux numériques, donc il y en a pas peu partout. C'est pas Quadricolor. Les quoi? Quadricolor, les 4 couleurs primaires. Hein. T'as pas la ref? Okay. J'ai pas la ref. J'ai pas étudié ça. Il y en a, Laurent, oui. Ok, écoute. Oui, c'était dans Popstar, voilà, c'était une émission sur M6 à l'époque. Alors là, je connais l'émission, mais alors là, la ref que t'as dit, faut aller la chercher, quoi. Non, c'est de mon seule ma génération, ils la connaissent, t'inquiète. D'accord, bah écoute. Dites-nous aux commentaires si vous avez la ref, hein, écoute. Pour qu'Ista se sente moi seul, là, sur le coup. Mais je peux pas t'aider. Mais je trouve que sur les décors, les costumes, etc., c'est super riche, voilà. Sam Raimi, il fait un super travail d'imagerie aussi. Bon, c'est très classique aussi dans sa narration, voilà. Le film est beaucoup trop long pour ce qu'il raconte, il y a trop de choses, il y a trop de personnages, de séquences, etc. Il y a des parallèles avec le monde réel de James Franco, etc. Bah, comme dans le premier film avec Judy Garland, où en fait tous les personnages qu'il rencontre, quasiment, c'est des personnages de son quotidien en même temps, enfin bref. Mais sauf que c'est hyper appuyé dans le film de Raimi. Et je vais dire une dinguerie, mais James Franco dans le film, il est super. Moi, j'ai aimé ce film, hein. Bah, moi, je les déteste pas. Mais j'ai bien aimé. Mais non, mais moi aussi. Non, mais moi j'avais vu au cinéma et j'avais bien aimé. Et puis je trouvais que ça parlait de cinéma et puis que c'était intéressant, quoi. Ah oui, bah il y a tout un rapport avec la prestidigitation. Putain, je l'ai bien prononcé. Hein. C'était dur. Mais le cinéma, l'artisanat, etc. Donc c'est hyper intéressant, tu vois. Mais après, c'est vrai que James Franco, moi je le trouve super parce qu'il a ce côté arnaqueur, dragueur. Un peu manche, quoi, et je trouve que ça lui va bien, voilà, James Franco, d'être un peu comme ça. Mais alors les autres comédiens, c'est compliqué, quoi. Genre Mila Kunis c'est toujours un peu compliqué avec Mila Kunis. Oui, c'est ça. Bah c'est pas moi je la trouve pas bonne, et là dans le film elle est pas bonne du tout et tout. Il y a des sidekicks insupportables et tout, donc bon, le film est assez inégal, mais je le trouve quand même assez bien fait, quoi. Pour le coup, le film de Raimi. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Sur le coup, c'est un film que j'ai plutôt apprécié. Je trouve qu'il est un peu injustement
critiqué vraiment comme si c'était une merde, alors que non, non, il y a clairement des bons trucs dedans. Enfin, tout n'est pas acheté en tout cas. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, on arrive aujourd'hui à Wicked, et qu'est-ce que tu peux nous dire, Ista, sur la production de Wicked? Wicked, qui est intitulé à l'écran Wicked Partie 1, et qui était à la base intitulé Wicked Partie 1, puis après ils l'ont enlevé des affiches, est un film musical américain réalisé par John M. Chu, qui a réalisé notamment Sexy Dance 2 et Sexy Dance 3D, et G.I. Joe Conspiration et Insaisissable 2, que des chefs-d'œuvre. Ouais, là, que des chefs-d'œuvre. Bon, après Sexy Dance 2 et 3D, j'ai vu des gens les défendre, mais ouais, Insaisissable 2 et G.I. Joe, bon. Moi, je les ai vus, et bon, je vais pas commenter plus, hein. Je vais pas, voilà. D'accord, Conspiration, celui avec Bruce Willis et Dwayne Johnson, hein. C'est celui-là, c'est le 2. Le 2 est plus fun, mais c'était pas très bien dans mon souvenir. Non, c'était pas bien. Donc il s'agit de la première partie d'une adaptation en 2 films de la comédie musicale, c'est pour ça que ça s'appelle partie 1, donc la comédie musicale Wicked, de Steven Schwartz et Winnie Holzman, qui s'inspire lui-même du roman de Gregory Maguire, Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Ouais, et c'est une des comédies musicales les plus populaires, en tout cas aux États-Unis, c'est une des celles qui a rapporté le plus, donc sur Broadway, etc. Et bah j'ai pas eu la chance de la voir parce que j'ai vu quasiment qu'une comédie musicale de ma vie. mais bon, apparemment elle a quand même une certaine réputation. On va pas se mentir, là pour le coup, ça va être cette comédie musicale et c'est pour ça que je pense que c'est assez. Enfin, ça fait aussi partie beaucoup de l'imaginaire du cinéma, ou en tout cas du divertissement américain. Le Magicien d'Oz, c'est que la comédie musicale, elle a pas mal aussi inspiré. Elle a pas mal marqué l'imaginaire des comédies musicales, etc. aux États-Unis aussi. Donc voilà, alors que nous, bon, on l'a pas quoi en France. Non, on l'a pas du tout, mais une connaissance à nous avait dit qu'il avait été la voir en Angleterre. Ouais. Mais en Angleterre aussi, c'est un pays qui passe pas mal de ce genre de comédie musicale américaine aussi, quoi. Enfin, ils sont très liés aux États-Unis avec ça. Et moi j'ai entendu une dinguerie sur le roman. Il paraît qu'il est nul. Ah ouais? Il paraît qu'il est nul. Ouais. Parce que là, ils le ressortent avec la fiche du film et tout. Il paraît qu'il est nul, et en plus il y a des dingueries, genre il y aurait une orgie entre animaux, j'ai entendu un truc comme ça. Je vois pas le problème. Bah après j'ai pas lu le livre, donc je peux pas pouvoir dire quelque chose, mais bon. Il y a des trucs sexuels, quoi, enfin bizarre. Ok, mais après peut-être dans le film ça fait sens, dans le livre je sais pas, j'ai pas entendu, mais ouais c'est vrai que c'est dit comme ça c'est un peu spécial. Le film, il est resté longtemps en phase de développement jusqu'en 2016, où Universal Pictures lance finalement la pré-production. La sortie est alors fixée pour le mois de décembre 2019 et la réalisation est confiée à Stephen Daldry. Et ensuite, il y a eu le Covid. Et donc, à la suite de la pandémie de Covid-19, en 2020, la pré-production est affectée et le studio prend des précautions en repoussant une nouvelle fois la sortie du film. En octobre de la même année, Stephen Daldry quitte le projet, évoquant des problèmes d'emploi du temps liés aux nombreux reports. La nuit suivante, c'est donc John M. Chu, donc on a cité tout à l'heure, qui signe pour reprendre le film. Et c'est donc ILM qui est chargé des effets spéciaux du film sous la supervision de Pablo Hellman. Ouais, peut-être le studio d'effets spéciaux le plus connu aux États-Unis, je pense. Avec Weta, quoi. Mais ouais, c'est ça, voilà. C'est les deux les plus forts. ILM, c'est Star Wars, quoi. Simplement, voilà. Juste pour savoir, voilà, pour le situer. Et le budget est colossal parce qu'ils ont filmé les 2 films back-to-back, donc, et le budget est de 350 millions pour les 2 films, donc à peu près 175 millions chaque film, si on coupe la poire en 2. Ce qui est pas si fou, mais bon, un tournage à 350 millions, voilà, ça pas mal. Et je crois que le tournage... Bah, c'est comme... c'est à peu près, je crois, Infinity War Endgame, hein. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est plus Infinity War Endgame. C'est plus, oui, je pense c'est plus quand même, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. C'est ça. Ça va être plus vers les 500, je pense, les Marvel, mais ouais. C'est ça, et ça, on a beaucoup parlé, voilà, avant de passer au film. Et est-ce qu'on passerait pas directement au film, parce qu'on a des choses à dire? On peut y aller. Et ben, c'est parti. Je n'ai pas peur. C'est le magicien qui devrait avoir peur de moi. La méchante sorcière de l'Ouest, Elphaba, porte les stigmates de l'infamie de sa mère, une peau verte et des pouvoirs de sorcellerie. Rejetée par tous, y compris par son père gouverneur, elle supporte les humiliations avec courage en rêvant d'être purifiée par le magicien d'Oz. Elle partage sa chambre à l'université avec la belle et ambitieuse Kalinda, la sorcière du Nord. Cynthia Erivo, Ariana Grande Butera, et Jonathan Bailey, Ethan Slater, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum. Ista, tu la connais, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement du film avant d'entrer plus dans les détails? Alors je vais pas mentir, au début, qu'on a vu les trailers et tout, je pense que ça a été vraiment pas très bien. Tu pensais que ça allait être de la merde, dis-le. Hein.
je trouvais ça moche et tout. Enfin, non, les trailers me vendaient pas du rêve. En plus, c'est une comédie musicale, donc c'est toujours compliqué, hein, d'entrer dans les comédies musicales, je trouve. Voilà, quand ça chante un peu pour rien, comme beaucoup de monde, j'ai un peu de mal, même si je suis peut-être plus tolérant que certaines personnes, mais coucou Cyril, mais enfin voilà quoi, j'étais pas rassuré, et j'étais le voir et j'en suis ressorti en me disant bah c'était cool en fait. C'est pas le film de l'année ou quoi, le meilleur film de tous les temps ou quoi, mais je sais pas, j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé enfin pour moi la force du film c'est les deux actrices, hein. Sur le coup c'est Ariana Grande et Cynthia Erivo qui je trouve sont assez attachantes. Enfin Ariana Grande elle est insupportable mais drôle. Donc c'est un peu marrant. Cynthia Erivo, moi je la trouve super dans le film, c'est vraiment le truc que j'ai aimé dans le film en fait, c'est elle qui est un peu le perso principal vu que c'est elle la Wicked Witch quoi, la sorcière de l'Ouest. Et après les chansons, moi je les ai trouvées plutôt bien foutues, je trouve comme je dis, j'ai bien aimé l'univers, les décors, c'était coloré, ça m'a fait du bien parce que c'était assez positif. Il y a une histoire, c'est pas l'intrigue principale mais je l'ai plutôt j'aurais peut-être aimé qu'ils mettent un peu plus le truc là-dessus, mais sur le mystère, sur les animaux, ça j'ai plutôt bien aimé. Tout le mystère qu'il y a autour des animaux qui commencent à plus parler, qui deviennent vraiment animal et qui à la base c'est l'univers où les animaux ils parlent, etc. Qui est un peu un mystère qui moi m'intéressait un peu, même si c'est pas le cœur principal du film. Par contre Jonathan Bailey, moi quand il est arrivé, j'ai pas trop aimé sur les coups. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent et tout, mais moi j'étais un peu ça m'a fait chier quand il est arrivé dans le film, j'étais en mode ils vont pas commencer à faire notre triangle amoureux là. Mais j'en suis ressenti en mode plutôt positif. Je trouve que la BO est chouette, je trouve que c'est une bonne comédie musicale, un bon musical, et alors que j'en entendais rien, je pensais que ça allait être pas terrible, et en fait je suis ressorti en mode c'est cool quoi, c'était sympa. Ouais, moi je suis un peu plus aigri que toi, voilà, cette fois. Même si je trouve que ça va, c'est quand même un divertissement honorable quand même, et c'est beaucoup mieux que ce que j'avais vu dans les trailers, pareil, hein, à ce niveau-là, et je te rejoins quand même sur le gros point positif pour moi qui sont les deux personnages principaux et leurs relations, etc. Maintenant, moi je serais beaucoup plus dur avec toi sur l'imagerie, enfin en tout cas je trouve ça beaucoup plus inégal à ce niveau-là, et j'en parlerai. Et ouais, après le côté comédie musicale, il y a des musiques que j'aime bien, il y a des musiques rien ressenti. Donc voilà, il y a un peu de tout. Maintenant, je trouve qu'il y a un gros problème dans le film, c'est que le film, c'est 2h40 d'une partie en fait. Et moi, j'ai un gros problème, et j'y reviendrai plus tard, mais pour moi, il y a un problème de vouloir couper les films en deux, et là franchement pour moi je trouve que c'est comme j'avais dit l'année dernière avec Across the Spider-Verse par exemple, que je trouve bien supérieur à ce film, hein, soyons clairs. On va se mentir, mais qui avait ce problème pour moi de couper un film en deux. Oui, t'as pas la fin quoi. Bah c'est ça, ça finit sur des cliffhangers, il y a des trucs qui sont à peine effleurés, qui sont pas trop développés, qui sont coupés, enfin, et il y a, pour moi voilà, il y a tout ce qui sort de la relation entre les deux personnages principaux est extrêmement secondaire, et voire même manque complètement de développement, et je reparlerai après, mais ouais, enfin je sens le côté partie 1 quoi, et ça me dérange pas mal quoi, parce que surtout que je reviendrai plus tard, mais bon on va attaquer direct le film du coup. Wicked, c'est un préquel au Magicien d'Oz. Alors, est-ce que t'as remarqué à chaque clin d'œil qui va revenir plus tard? Je pense pas que je les avais tous, mais oui, j'ai remarqué. Mais non, mais je dirais, au bout d'un moment, il y a des fleurs qui endorment les gens. Tu fais, c'est comme dans le Magicien d'Oz qui va venir plus tard. Au bout d'un moment, tu vois la maquette de la Yellow Brick Road qui sera, voilà. T'as le lionceau, un truc avec un lionceau évidemment, qui sera sûrement le lion plus tard du Magicien d'Oz. Mais je trouve pas que le film en fait trop à ce niveau-là, par exemple. Tu vois, je trouve pas qu'il est en mode, toutes les 5 minutes, il te fait des raps. Bon, de toute façon, c'est un préquel, donc forcément, il y a un côté un peu, pas fan service, c'est peut-être pas le mot, mais voilà, clin d'œil et tout ça, mais je trouve pas que c'est appuyé comme dans certains films, certains préquels. Vous êtes tout seul, je vous appelais Han Solo, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, des trucs comme ça dans Solo, des trucs nuls, tu vois, et je trouve pas qu'il en fait trop non plus, donc je trouve ça va. Mais c'est un film qui commence à la fin du Magicien d'Oz, parce que c'est ça qui est assez fou. Oui. C'est que au début du film, on voit l'après Magicien d'Oz, donc on voit Glinda, du coup la bonne fée, la bonne sorcière, pardon, qui est là, et tout le monde est en train de célébrer la mort de la méchante sorcière. Et du coup, on rentre dans un récit, ce qu'on appelle un récit encadré, où le personnage du coup d'Ariana Grande fait, je vais vous raconter l'histoire, voilà, et qui fait pause et qui raconte l'histoire. Mais j'ai un problème déjà avec ça, c'est que en fait c'est elle qui raconte l'histoire, mais on n'est pas du tout de son point de vue, donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est vrai ça. De faire que le personnage est en mode ça j'ai pas trop aimé, je t'avoue, le début en mode
je vais vous raconter l'histoire. Puis au final, elle a pas fini l'histoire, là, sur le coup. Mais... Bah, déjà, en plus, ça finit pas l'histoire. C'est vrai que c'est bizarre à suivre. Ouais, on se revoit l'autre fois. Tu fais, ok. Mais surtout, moi, je me suis dit, ah putain, il parle du parti pris qu'on va, tu sais, suivre le personnage du coup de Kinda qui va découvrir et tout. Et non, pas du tout. En fait, on n'est pas du tout avec oui, je pensais aussi au début, mais on n'est pas du tout avec. Donc, ça n'a pas de sens, en fait, de commencer son récit comme ça, je trouve. Enfin, peut-être ça prendra du sens dans la partie 2 ou je sais pas quoi, mais je trouve que dans ce film-là, c'est un peu en trop, quoi, pour le coup. Vu la fin de A, je me demande si la partie 2, ça va pas être dans le présent, quoi. Bah, je sais pas du tout. Parce que là, la suite, c'est le magicien d'Oz, quoi. Sur le coup, donc je sais pas. Bah, pas vraiment, puisque il reste encore des trucs qu'on sait pas, hein, je pense. Bah, déjà, il y a des personnages qui sont pas comme ceux dans le magicien d'Oz encore, par exemple. T'as, par exemple, toute l'armée des singes volants, ils sont pas encore avec elle, techniquement, tu vois, alors que normalement dans le magicien d'Oz, c'est elle qui est dirigeante de tous ces trucs, donc je pense qu'il y a encore des choses, mais il y a moyen que pendant le deuxième film, on ait l'arrivée du personnage de Julie Gardon, j'ai oublié le nom. Voilà, et bref, Dorothy. Voilà, Dorothy, et que potentiellement l'homme de paille, etc. Voilà. En tout cas, je ne sais pas comment ils vont faire ça. On les voit vite fait, et je crois que j'ai vu des images de la partie 2. Et effectivement, on va les voir. Voilà, donc potentiellement ils seront là après. L'imagerie du film, voilà, les décors, les costumes, etc., les effets spéciaux, t'as été plutôt séduit, toi, par ce côté-là, par la production design. Ouais, moi j'ai bien aimé parce que les décors ils sont construits en vrai, les châteaux, tout ça là. Enfin, je pense que ça m'a un peu séduit. Et puis c'était coloré, ça m'a fait du bien. C'est surtout ça. Après il y a les fixes. Ouais. C'est pas incroyable, mais ouais, je sais pas, moi ça va, moi ça m'a plutôt convaincu. Bah, je te rejoins sur les décors, hein, même s'ils ont pas construit un vrai château, parce que le château en hauteur comme ça, c'est un peu, ça serait dur, mais en tout cas, il y a un ressenti en dur, évidemment. Effectivement, voilà, ils ont construit un vrai set, etc., même s'il y a des incrustations sur moi, etc., mais c'est vrai que les décors en partie dure, ils sont plutôt bien utilisés, parce qu'il y a quand même des séquences où, par exemple, je pense à la chambre des deux personnages, qui est plutôt assez original et assez bien utilisé. Je pense à la bibliothèque, il y a une séquence musicale dedans qui utilise très bien son décor, etc. Donc ça, je trouve qu'il y a plutôt un bon travail. Les costumes aussi, ça c'est incroyable. Je pense le travail sur les costumes, ça donne, enfin, ils arrivent bien à donner de la personnalité à chaque personnage en fonction des costumes. Je pense à Glinda et c'est. Ouais, ça gagnerait aux Oscars, ça me choquerait pas. Ah oui, ça peut. Là, clairement les costumes, tout ça, le make-up du personnage de Cynthia Erivo, bon, c'est de la peinture verte juste sur sa tête. Bon, c'est pas non plus le truc le plus fou, mais en tout cas ça fonctionne. Voilà, je trouve sur les personnages, ça donne un peu de charme à tout ça. Maintenant, les effets spéciaux, je les trouve plus propres que dans les trailers, ça y a aucun chose. Enfin, les trailers, vraiment, je trouvais ça un peu dégueu. Même si je trouve quand même qu'il y a des passages un peu, il y a certains, par exemple, il y a les animaux qui sont complètement CGI et certains, c'est un peu moins bien fait. Tu fais, bon, voilà, c'est un peu aléatoire, quoi. Sur les animaux, je pense qu'Hollywood va utiliser de moins en moins de vrais animaux. Donc ils les font en 3D, et bon, c'est pas, tu vois, c'est. Oui, non, mais ça je peux comprendre, mais c'est juste que la finition parfois parce que parfois elle est plutôt bien et parfois, tu vois, je trouve que la chèvre, le prof chèvre là, ça va. Hein. Le prof chèvre, ça va, ouais. Et puis il y a des fonds verts, qui sont un peu dégueux, mais je pense qu'ils sont un peu dégueux parce que la photographie, elle est pas incroyable du film, je trouve. C'est toujours la même putain de lumière, il y a un contre-jour constant là, qui est tout le temps là dans le cadre, quoi. Je trouve, et c'est un peu fade, voilà. Et je trouve c'est un peu dommage parce que les décors sont vraiment bien faits, mais je trouve qu'avec une meilleure photographie, je pense que ça aurait pu les mettre encore plus en valeur. Voilà, je trouve ça un peu moche parfois, pour le coup. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Surtout dans la bibliothèque, il y avait un contre-jour. Mais sans parler déjà avant que le film sorte, parce qu'ils avaient sorti l'extrait. Effectivement, il y a un contre-jour dégueulasse là dans la bibliothèque. Mais le problème, c'est que c'est même pas que dans cette séquence, je trouve qu'il y a pas mal de séquences, il y a un contre-jour. Je pense que c'est une intention, mais je trouve que ça marche pas. Je trouve que ça rend le truc un peu fade, un peu moche. Et après, tu parlais des couleurs. Effectivement, il y a des couleurs dans les décors et les costumes, mais la colorimétrie, enfin, l'éclairage et tout, je pense que ça leur rend pas honneur non plus, quoi. Je trouve que c'est pas la folie à ce niveau-là, quoi, pour ma part. Même si je vois. Je sais pas, moi, j'y vois un côté, enchanteur conte de fées qui me plaît plutôt pas mal, en fait. Bah, il y a un côté artificiel qui se dégage des décors, mais qui fait sens dans le film, hein, pour le coup. Je trouve que qui se dégage de tout ça parce que c'est un film qui parle d'artificialité, hein, beaucoup. Donc on y reviendra. Et donc du coup ça fait plutôt sens. Mais après je trouve pas le film beau en termes plastiques, vraiment. Je trouve que vraiment la production design est vraiment bonne. Voilà, pour le coup. Mais ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais sinon ça chante pas mal, quoi.
parce que c'est une comédie musicale, voilà, et ça chante et ça danse beaucoup. Donc ceux qui aiment pas les comédies musicales, ça va être compliqué. Et ouais, les comédiennes chantent plutôt bien. Voilà, je pense à Ariana Grande, bah c'est une chanteuse. Et Cynthia Erivo aussi, elle a fait beaucoup de comédies musicales, de trucs comme ça aussi de Broadway. Bah, je sais pas si t'as vu, mais Ariana Grande, à la base, il voulait faire une version hip-hop de Populaire, je crois. Et elle a dit non, moi je veux faire la vraie chanson populaire et tout. Oui, il voulait jouer sur le côté, bah c'est une pop star quoi. Ariana Grande. Ouais, c'est ça. Oui, bah ça aurait été un peu bizarre. Je pense que ça nous aurait tous sorti du film un peu. Ouais, et ça aurait été le Ariana Grande show et pas le personnage qui chante ça quoi. Surtout qu'elle a fait une chanson, c'est ça qui est marrant, qui s'appelle Popular et attends, c'est un truc de fou. Hein. Elle a fait une chanson, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un feat avec Mika, le chanteur français. Hein. Ah oui. Et qu'elle a fait il y a 10 ans. Je crois. Et qui est une genre de remix de Popular, enfin sauf que il y a d'autres paroles etc, mais c'est le même rythme, c'est la même chanson. Et Ariana Grande de toute façon elle avait dit qu'elle avait toujours rêvé de jouer Glinda, et voilà, son rêve est devenu possible, mais le rêve est possible seulement pour les riches. Ista, qu'est-ce que tu as pensé du film, des chansons etc, des chorégraphies etc. Ouais, bah moi je trouvais que c'était plutôt bien foutu, hein. Je trouvais que les chansons moi je les trouve plutôt entraînantes, je trouve qu'elles marchent bien, je trouve que c'est Defying Gravity là, la toute dernière. Elle marche super bien. Pour moi, c'est une des meilleures du film. Elle t'a touché au cœur. Ouais, elle m'a touché et j'ai pleuré. Tellement je peux pas pleurer, mais j'ai pas pleuré, mais je trouve que ça marche quoi. Je trouve que ça fonctionne. Et Populaire aussi, elle est un peu marrante, elle est un peu rigolote et tout. Bah c'est la seule que je connaissais moi. Populaire un peu. Oui, mais moi non, j'y connaissais rien du tout. Hein. Moi, je connais pas du tout la comédie musicale. Après, encore une fois, la bibliothèque, ça m'a saoulé. Je sais pas pourquoi cette séquence elle m'a saoulé. Ouais, je trouve que dans l'ensemble, non, c'est pas dégueu et je vais peut-être me l'écouter, tiens, la BO sur Spotify. Pour voir un peu ce que ça donne. Comme ça sera dans ton Spotify Wrapped de l'année prochaine. Là, tu vas pouvoir montrer à tout le monde que t'es week-end en boucle. Ouais, moi, je suis mi-figue, mi-raisin. Je sais pas si c'est une bonne... Oui, ça se dit. Oui, mais je crois pas que ça se dit dans ce que je veux dire. Mais en gros, je suis spécifique. Je crois que c'est-à-dire que je suis un peu partagé sur le truc. C'est-à-dire que je trouve que la mise en scène des moments comédie musicale est un peu basique. Voilà, il y a plein de figurants, ça les montre de manière assez simple. C'est souvent filmé en grue avec une légère contre-plongée, voilà quoi. Mais il y a rien de fou, mais enfin c'est pas inefficace, mais voilà, c'est là voilà, je trouve c'est pas il y a pas de moment où je me dis ah oui waouh, la mise en scène vraiment tu vois, je me dis pas c'est West Side Story de Spielberg, tu vois. Je me dis pas là waouh, voilà, c'est un truc de fou, voilà, mais je trouve que les chansons, il y a certaines chansons qui m'ont Defying Gravity, elle marche plutôt bien, Populaire, elle marche plutôt bien. La chanson à la bibliothèque, j'avoue que moi aussi, je vois le travail qu'il y a sur les décors, parce qu'elle est vraiment, je pense que ça doit être un casse-tête de fou. Un truc de... En plus, il y a une mise en scène un peu originale à ce moment-là, hein, quand même. Hein, un peu, mais je trouve qu'il y a ce contre-jour moche qui me gâche toute la scène. Oui. Et la chanson, je me souviens même pas de la chanson pour tout ça, le truc, tellement je trouve ça un peu anecdotique. Et en plus, c'est dur déplombe. Cette chanson, elle veut pas finir. Oui. Donc bon, moi, c'est pas une chanson qui m'a marqué, mais je peux comprendre, voilà, qu'il y a des gens qui sont touchés par les chansons, etc. Même si pour moi, la meilleure séquence du film, même de musical et même de tout le film en général, c'est une chanson, enfin c'est une scène de musical mais très légère, c'est la scène du bal. Ouais, ok, je pensais, ouais. Que je trouve vraiment incroyable, qui est vraiment une des meilleures scènes du film où le personnage de Cynthia Erivo, d'Ariana Grande, connectent vraiment et deviennent amis dans une scène de danse, mais avec très peu de musique, qui est très sobre et qui est juste entre elles. Il faut une chorégraphie et qui est hyper touchante, cette scène. Enfin voilà, c'est une super scène, on dirait même que c'est en dehors du film tellement c'est bien. Tellement c'est bien cette scène. Enfin, elle a touché beaucoup de gens, je crois, cette scène-là. Et ouais, je trouve que là, il y a... en parler, ouais. Bah parce que c'est la meilleure chose du film, on le dira pas, mais la relation entre les deux. Et là, vraiment, je trouve qu'il touche vraiment à quelque chose dans cette scène-là. Et c'est une scène techniquement un peu de chorégraphie, de musical, mais c'est pas voilà avec plein de figurants qui sautent et hop c'est la fête, tu vois, ça commence quand même très léger comme scène et je trouve qu'elle marche super bien. Defying Gravity non plus, c'est pas ça sur le coup. Ah ouais, mais après Defying Gravity, ça le niveau vocal, tu vois là, tu vois ça te. Oui. Et même elle se fait, enfin voilà, elle est en ballet, il y a du monde, mais ils sont pas tous en train de danser en mode un spectacle musical. Non, c'est vrai. Mais après Defying Gravity, j'ai un peu plus la chanson est super, mais je trouve que le contexte fait sur déplombe ce passage là, vraiment ça va pas finir. Et c'est vrai. Et il y a des
effet visuel un peu moche à ce moment-là, je trouve. Mais bon, c'est parce que la scène est pourrée là, par exemple, pour le coup, il y a pas de trop de dur à ce moment-là. Il y a beaucoup d'effets de voilà, et je trouve ça un peu moyen. Mais c'est vrai que dans le bal, il y a rien du tout. C'est dans un décor en dur. Il y a pas d'effets spéciaux. Il y a, oui. Alors que l'autre, Stephen Gravity, ça se balade avec son balai et tout. Donc oui, bon, c'est. En tout cas, les effets sont un peu plus voyants, je trouve, et voilà, c'est un peu moins de finition. Même si elle marche plutôt bien la scène, hein. Je trouve que Cynthia Erivo, elle est super et tout, on en parlera. Mais voilà, je peux comprendre que le côté comédie musicale fonctionne. Moi, ça a marché à certains moments moins. Mais bon, je trouve pas ça honteux non plus, quoi. De quoi parle le film ? Le film, il parle de racisme, il parle de bullying, voilà. Et c'est marrant parce que dès que je les ai vus arriver à l'école et tout, je me suis fait, c'est un peu un teen movie, tu sais, à l'école. Oui. T'as la fille qui est populaire et qui bully un peu, et t'as l'autre qui se fait bully parce que, littéralement à cause de sa couleur de peau. Voilà. Donc, est-ce que c'est un film qui parle de racisme ? Bah oui, je pense, oui, quand même. Et ouais, ça parle un peu de ça, de caste, de caste sociale, de maltraitance animale, on peut dire d'antispécisme même un peu, pour le coup, parce qu'il y a de la maltraitance animale, mais je pense qu'il y a des parallèles avec notre monde sur la ségrégation aussi raciale, qui est très clairement montrée, où dans une storyline, on va dire les animaux, on commence à plus avoir le droit de travailler, on leur enlève potentiellement le moyen de communiquer, etc. Donc voilà, il y a tout un sous-texte sur ça qui est pas mal amené, mais pour moi il y a un truc qui m'énerve. Même je trouve que le contexte de vouloir montrer un pouvoir fasciste, tu vois, qui est en place, et qui se révèle dans le film, et qui, on va dire, veut maintenir un certain contrôle, en enlevant des droits à certains individus et en jouant, tu sais, le côté, il faut un ennemi commun pour mieux contrôler la foule, tu vois. Je trouve ça marche bien, mais le problème de ce truc-là, c'est que cette storyline, il perd en fond, quoi. Elle est hyper en fond, c'est une intrigue. C'est ce que je disais quand tu me demandais mon avis rapide. Ouais. C'est effectivement la storyline sur les animaux. Je trouve qu'elle est trop légère aussi. Ça m'a un peu déçu sur le coup, parce que c'est pour ça que je te disais le truc avec John Bailey qui arrive et puis ça part dans un truc triangle amoureux. J'en ai rien à foutre en fait. Moi je veux savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi les animaux ils commencent à plus parler, etc. Parce qu'il y a un truc qui est en train de se passer, quoi. Bah ouais, mais ça, je suis d'accord que c'est traité de manière extrêmement secondaire pendant 2 heures. Genre on a 2-3 scènes avec le professeur. On a une scène où il y a le lionceau, il y a la scène où il se fait enlever, carrément enlever de l'école, et t'as la scène où il se réunit avec d'autres animaux. Mais en fait, c'est tellement pas l'objet du film pendant plus de 2 heures. Pendant 2 heures, t'es là, tu t'en fous complètement, c'est l'histoire vraiment, Cynthia Erivo, elle arrive et tout, que à la fin, t'as l'impression, t'arrives dans les 40 dernières minutes du film, et ça prend, tout ce sujet-là prend de l'ampleur, mais j'ai l'impression, et c'est pour ça que je parlais de Cross the Spider-Verse ou le film qui se coupe, que c'est le sujet du prochain film, en fait. Enfin, tout ça sera développé dans le prochain film, et je suis un peu en mode, c'est compliqué, quoi, en fait. Là, je me tape un gros à suivre, alors que, en fait, je sais pas. Après, contrairement à Cross the Spider-Verse, la suite, on va l'avoir dans pas si longtemps que ça. Oui, bon, après, oui, c'est vrai qu'au moins tout a été tourné, mais bon, Cross the Spider-Verse, je pense que ça prend du temps à dessiner tout ça. C'est un peu compliqué. Mais ouais, et c'est pour ça que la dernière partie, moi, du film, elle me perd complètement, en fait. Les dernières 40 minutes du film, parce que, en fait, on était dans un film pendant 2 heures et on part vers autre chose. Littéralement, hein, le scénario. Ouais, c'est vrai. Ouais. On part sur autre chose, mais et moi je trouve qu'on on part vraiment dans le Magicien d'Oz sur le coup. C'est ça. Enfin, on parle dans d'autres choses, et je trouve que la dernière partie, les 40 dernières minutes, 30-40 dernières minutes, c'est une partie trop courte, pour être développée correctement dans le film. Donc elle a pas vraiment un vrai intérêt dans le film. Et en même temps, elle est trop longue au sein du film parce qu'elle fait 40 minutes d'un nouveau truc dont on verra pas la fin, en fait. Et je sais pas, moi, il y a tout ce contexte d'urgence à la fin du film, parce que à la fin, dans les 30 dernières minutes, il y a un contexte de, en gros, il y a un personnage qui doit s'enfuir, ça doit aller vite. Et il est tellement étiré, ce moment-là, que j'en peux plus, quoi, au bout d'un moment, quoi. Que tu vois pas l'urgence, quoi, c'est ça? Non, mais en fait, c'est censément être un truc d'urgence, donc d'aller vite, de s'enfuir et tout. Et en fait, le truc, il est tellement long qu'au final, je fais, mais arrêtez tu vois, j'y crois plus du tout, quoi. Je suis plus du tout dans l'énergie du film, quoi. Je trouve, à ce moment-là, quoi. Et il y a carrément des personnages. Tu veux dire une fois qu'ils commencent à se faire attaquer, c'est ça, hein, tu parles de ça? Oui, enfin, même tout le build-up qui mène à ça, tu vois, je veux dire, vraiment, tu vois le truc arriver gros comme une maison. Enfin, je veux dire, c'est pas le truc le plus, voilà. Et le build-up à ça, et puis après ça pète. On sait aussi que le Magicien d'Oz, c'est un charlatan aussi, on le sait. Oui, mais enfin, tout ça, on le sait évidemment par anticipation, et on se doute bien qu'il y a un problème, tu vois, qui va être révélé. Et une fois que c'est révélé, je trouve que voilà, là ça tire trop un peu la corde. Et surtout que, en fait, le film, dès que les personnages partent dans un train, ils partent autre part, mais tous les autres personnages, ils sont abandonnés, quoi. Tous les personnages qui étaient secondaires, on les reverra pas. On vous les reverrez dans la partie d'après.
Dans la mais partie j'aime- 2, oui. Bah oui. Moi, j'aime pas ce principe-là parce que j'ai l'impression un peu de me faire arnaquer en mode mon expérience cinématographique il est pas complète en fait du film. J'ai l'impression qu'il y a aucun enjeu qui est fermé, il y a aucun enjeu qui est clos et en fait tout est resté ouvert et tout. C'est comme si, mais comme la fin du Hobbit, de Hobbit 2, où tu sais t'es dans le film et puis pouf, on te fait le marque-page et on t'arrête le film là. Tu fais bah non, j'y crois pas quoi. Ouais, mais j'ai envie de te dire, la communauté de l'anneau se finit aussi en mode. Non. C'est très bien qu'il va y avoir une suite derrière, quoi. Alors, je suis d'accord, mais il faut différencier un film que moi je trouve coupé en deux et des films qui ont des suites, tu vois, Pirates des Caraïbes 1, Pirates des Caraïbes 2, enfin non, je crois que Pirates des Caraïbes 2 c'est un peu plus compliqué. Non, mais là, pour moi, Pirates des Caraïbes 1 et 2, c'est différent de la communauté de l'anneau. Oui, c'est parce que ça a été. Mais je veux dire, tu dois stratégiquement construire ton récit. Et là, j'ai l'impression que le film, dans les 40 dernières minutes, il part littéralement dans autre chose. C'est-à-dire que on n'est plus dans le même, les mêmes enjeux, etc. Oui, on n'est plus dans le même pour film, les couper, quoi. on n'est plus dans le teen movie que tu disais au début. Ouais. La communauté de l'anneau, elle s'arrête à un moment stratégique. Elle s'arrête au moment où Bilbon, j'allais dire, où Frodon et Sam, ils quittent les autres. Où il y a un personnage qui est décédé. T'as vu comment je parle pour pas spoiler Seigneur des Anneaux alors que c'est sorti. Mais tu peux spoiler Seigneur des Anneaux, c'est bon, ça fait 20 ans. Et ça se finit sur une genre de conclusion. Évidemment, ça appelle à une suite, tu vois. Mais je trouve que c'est stratégique dans le moment où ça coupe. Alors que là, je trouve que ça coupe au moment où ça doit s'envoler, quoi, pour moi. Ça aurait pu couper au moment où elle prend le train, sur le coup. Ouais. Ce qui aurait fait plus sens, peut-être. Peut-être. Je suis peut-être un peu d'accord avec ça. En tout cas, de toute façon, le film, je te trouve trop long pour ce qu'il est. 2h40, c'est insane, pour le coup. Et oui, je suis d'accord. Peut-être ça aurait dû couper 30 minutes plus tôt. Parce que là, quand il prend le train, effectivement, on va vers autre chose, quoi. On va vers un autre Puis film. les autres personnages, hop, ça dégage. Vous êtes là, les enjeux avec le prince. Mais en même temps, je comprends qu'ils ont voulu finir le film sur oui, sur une grosse note. Aussi. Mais après, voilà. c'est un peu ça qu'il y a dans le cinéma depuis une dizaine d'années, c'est un côté sérialisation dans le sens où il y a un peu un côté cliffhanger, venez voir la suite vite, quoi. Tu sais, faut finir sur un moment marquant pour que tu reviennes. Surtout les parties 1, partie 2, que ce soit Harry Potter, Twilight, etc. C'était ça. Hein. Bon, Harry Potter, je trouve qu'ils avaient trouvé un truc stratégique. Pour le coup. Mais oui, je vois ce que tu veux dire dans le sens de vouloir couper les trucs en deux, etc. Oui, je suis d'accord. Et ouais, moi, c'est une tendance qui, même Dune 1, je trouve qu'il y a un peu c'est un peu ce problème-là aussi, où la dernière heure du film, ça part sur autre chose et pouf. Infinity War, je trouve ça va, Infinity War, parce que je trouve Infinity War, justement, dans le ton du film, ça se finit de manière dépressive, et voilà, la quête de Thanos est accomplie à la fin du film, tu vois, parce que c'est un peu... Oui, parce que si tu prends Thanos comme le héros du film, bah il finit son arc, quoi. Il finit son arc, et on finit d'une manière dépressive, et dans le film, l'énergie du film, je trouve que ça fait sens, voilà. Ouais, là, en fait... Bah après, il y a un arc qui se finit quand même dans le sens où... Bah, elle devient la sorcière, oui, voilà. techniquement. Ouais, c'est ça. Sauf que le problème, c'est que pendant 2 heures, c'était pas ça, en fait, le truc. Enfin, pendant 2 heures, c'était pas l'histoire de elle qui va se rébeller contre un système fasciste, etc. Tu vois, c'est vraiment des 30 dernières minutes du film où, boum, d'un coup, t'as tous ces thématiques-là, j'ai l'impression qu'ils sortent un peu d'une part. Mais bon, je me répète encore sur le film. Ouais. Mais je trouve que ça partit, en tout cas à l'école, teen movie, avec la bully et l'autre et l'amitié entre eux, en fait ça marche bien, et la dernière partie, bon, voilà, moi j'ai des réticences. Voilà. Mais je trouve que le film fonctionne bien quand c'est centré sur Glinda, Elphaba, etc. Et ouais, l'humour marche plutôt bien, parce que je trouve que les 2 comédiennes sont font un super travail, surtout Glinda, et on en reparlera. Et il y a une certaine énergie au long métrage, je sais pas si c'est vis-à-vis des actrices, de leur jeu, ou même de la comédie musicale, mais je trouve que le rythme il est hyper entraînant en fait dans le film, tu vois, ouais, c'est ça. Les dialogues, etc., les punchlines, ça rythme hyper bien le film, tu vois, genre les 2 premières heures, je les ai pas vues passer, voilà, pour le coup. Ouais. Ça a bien marché. Et on va parler des personnages, voilà, c'est un film sur les apparences. En tout cas, tous les personnages sont obsédés par l'apparence qu'il envoie, donc par exemple, le magicien d'Oz, littéralement, c'est quelqu'un qui ment sur l'apparence qu'il donne. Le prince aussi, il ment sur qui il prétend être. Glinda, bah alors elle est complètement dans les apparences. Même les personnages un peu plus secondaires comme Bic, etc. Ils sont tous là, sauf le personnage d'Elphaba. Il y a... Ouais. Attends, c'est qui? Ah oui, Elphaba, c'est c'est la sorcière. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Non, j'allais dire, il y a sa sœur aussi. Il y a sa sœur d'Elphaba aussi. Ouais, bon, qui est handicapée. Ça, on reviendra après, parce que ça, pour moi, il y a un problème. Mais après, bah, c'est quoi, on peut en parler tout de suite. Elphaba et sa sœur, bah, je suis désolé, mais elle n'existe pas dans le film.
Non, mais elle existe quasiment pas dans La le sœur. film. Bah oui, enfin, je veux dire, au début, on me la vend comme sa sœur. Déjà, je sens jamais la relation entre elle et sa sœur. Quasiment jamais dans le film. Je me dis, ah ouais, ils sont sœurs, vraiment, ils ont une vraie relation. Elle a genre, j'ai l'impression qu'elle a 3 scènes avec sa sœur, et c'est tout. Genre, c'est un peu osef. Mais je crois que la sœur dans l'histoire, c'est censé être une connasse. Hein. Mais en fait, techniquement, sa sœur, c'est la méchante sorcière qui se fait tuer au début du Magicien d'Oz. Hein. Techniquement, c'est celle. Ah bon Parce que quand elle arrive, le personnage du Chicardande avec sa maison qui s'écrase, elle tue la sorcière de l'Est ou un truc comme ça, qui est la sœur de la sorcière de l'Ouest, la méchante sorcière de l'Ouest, et qui est et c'est pour ça qu'elle est vénère après la méchante sorcière de l'Ouest. Elle est en mode, je vais les tuer quoi. C'est parce qu'elle a tué sa sœur en arrivant quoi. Et donc bon, on sait qu'elle va devenir une méchante sorcière techniquement, mais son personnage je trouve pas très développé à cette sœur là, sa sœur. C'est vrai qu'elle a pas beaucoup de scènes effectivement. Alors que tu penses qu'au début elle va être un peu développée parce qu'ils font des trucs avec elle et tout au début quand ils arrivent dans l'école. Mais après il y a juste un truc avec si elle a une petite histoire d'amour avec le roux là. Ouais mais pareil en fait ces personnages là, tu crois qu'ils vont avoir quelque chose et en fait ils sont évacués du film et après tu les revois plus après la scène du bal. Mais Bic et sa sœur, on s'en fout en fait. Tu vois, ils disparaissent du récit complètement quoi. Et ouais, mais ils vont revenir dans le 2 quoi. Ouais, voilà, mais c'est ça. Voilà, c'est dans le 2, ils seront développés et tout. Et alors dans le film, tu fais ouais, mais tu lances des pistes pour me dire que dans le 2 tu sais, c'est comme si tu commences à développer un personnage, tu me dis ouais, mais faut attendre la saison 2, ouais, ça va. C'est chiant, je trouve. Oui, c'est le côté série qui te saoule un peu. Ah bah oui. Je comprends. Mais le personnage d'Elphaba, voilà, pour revenir à quelque chose de positif, moi je trouve plutôt réussi. Voilà, parce que déjà moi j'ai un truc, voilà, le Magicien 12 de 1939 c'est très manichéen, voilà, enfantin et tout. Ici c'est quand même, voilà, l'idée c'est de rendre le truc beaucoup moins manichéen en faisant le personnage de la méchante sorcière quelqu'un de pas foncièrement méchant forcément. Et je trouve Cynthia Erivo, je sais pas pour toi mais je la trouve hyper bonne, enfin hyper forte dans le rôle quoi. Si, j'en ai parlé quand j'ai donné mon avis rapide, mais oui, effectivement pour moi c'est le coup de cœur du film, ce qui est le mieux réussi avec Ariana Grande, mais enfin là j'ai l'impression que le focus est plus sur elle que sur Ariana Grande au final, alors que je pensais que ça allait être plus sur Glinda, tu vois, mais je sais pas pourquoi, mais au final je trouve que c'est les deux principale c'est plus... Je trouve que c'est en fait, mais c'est pour ça que ça a aucun sens le début du film où elle raconte les choses, parce que en fait c'est elle le personnage principal et c'est elle avec elle on arrive dans l'école et tout ça, enfin bref, oui, voilà. c'est elle quand même le centre de l'attention, même si je trouve que en fait l'histoire principale c'est sa relation avec Ariana Grande, donc bon. Oui, mais tu vois, t'as quand même des flashbacks sur ce personnage-là, sur son enfance, etc. Sur Glinda, en fait t'as pas grand-chose sur Glinda au final. T'as pas grand-chose son background, mais dans l'histoire oui, son background, ouais. En tout cas pendant 2 heures c'est quand même tu vois c'est vraiment la relation entre les deux qui sont à peu près égales quoi. Après on est du point de vue je trouve de Elphaba quand même, mais tu vois, est-ce qu'elle est secondaire? Oui, techniquement Glinda, mais bon elle est quand même hyper c'est quand même hyper centré entre deux quoi pour moi. Non mais je dis pas le contraire, mais c'est presque enfin je pensais que ça allait être plus comme c'est Ariana Grande. Ah, qu'ils allaient mettre le focus sur elle. Voilà. Ok, ouais. C'est ça. Ça m'a un peu surpris quoi sur le coup. Après c'est vrai que c'est Wicked quoi. Oui, c'est ça, c'est Wicked, c'est censé raconter l'histoire de la méchante sorcière, donc bon. Oui, mais comme tu commences le film avec Ariana Grande, tu vois. Oui, mais c'est ça qui a aucun sens en fait. Mais c'est pour ça que ça nous a perdu, je pense, ce moment-là. C'est parce que ça n'a pas de sens de commencer le film comme ça. Mais ouais, Cynthia Erivo, je la trouve très forte aussi, parce que c'est un personnage qui est quand même pas, je pense pas si simple en fait, parce que là, c'est un personnage très stoïque, tu vois. Qui est très dans la retenue, mais je trouve qu'elle le joue très bien. En plus, elle est pas comme ça dans la vraie vie, elle est pas du tout comme ça. Hein. Oui, ils sont, les deux en interview, ils sont hyper expressifs, etc., quoi. Mais autant Ariana Grande, je trouve son personnage de Glinda, pas qu'elle, dans la vraie vie, j'ai l'impression que c'est une Glinda, mais il y a un truc un peu similaire de toute façon, c'est une pop star, quoi. Elle est littéralement populaire dans son personnage. Mais là, Cynthia Erivo, oui, je trouve qu'on arrive vraiment à voir que c'est un personnage qui a des failles, quoi, qui est un peu émotionnel dans un registre hyper stoïque, etc. Elle joue bien avec son regard, je trouve, elle est vraiment, et même elle a une prestance un peu, Cynthia Erivo, qui est vraiment pas mal, quoi. Et ouais, c'est le seul personnage qui s'assume vraiment en fait comme elle est, parce que tout simplement elle peut pas le cacher qu'elle est verte. De toute façon, déjà ça, elle peut pas le cacher, et elle se cache jamais derrière vraiment des apparats ou quoi, elle s'assume toujours, et c'est vraiment ça, je trouve, qui est touchant, mais qui surtout va toucher les autres personnages, qui va un peu les révéler vraiment, quoi, que ce soit le prince qui va oui. Parce qu'au début tu te dis vraiment c'est un gros con, mais en fait au bout d'un moment il devient un peu moins gros con. C'est ça. Et c'est exactement pareil pour Glinda, qui devient quand même beaucoup plus nuancé, alors qu'au début du film, Glinda, t'es en mode, c'est une sacrée connasse bourgeoise, quoi. J'ai envie de lui mettre des baffes, quoi. Mais moi, pour le coup, Ariana Grande, je trouve vraiment qu'elle vole le show, quand même. Même si Cynthia Erivo est incroyable, je trouve que Ariana Grande, elle est hyper drôle, quoi, dans le film. Ouais, je trouve quand elle fait ses trucs avec ses cheveux, c'est drôle. Ouais. Elle bouge ses cheveux, là, de droite à gauche, là. Même à un moment, elle fait pareil, le personnage
comment t'as dit, merde. Elphaba. Ouais, Elphaba. Oui, elle Qui essaie de faire pareil, moment, tu sais, en cachette, là. Elle essaie de faire pareil avec ses cheveux, c'était drôle. oui, non mais ouais, je la trouve super. Je la trouve super, Ariana Grande. Elle a vraiment un talent comique de fou en fait, et en fait elle joue avec le fait que c'est une pourrie gâtée, donc elle joue beaucoup avec son corps, par exemple, pour créer des moments drôles. Donc on a dit le mouvement des cheveux, mais même la manière de ce qu'elle a de se déplacer et tout ça. Il y a tout qui est irritant dans toutes ses mimiques, mais en même temps ça la rend hyper drôle dans un sens. Donc elle est drôlement insupportable, voilà pour dire. Et c'est ça. Et je trouve vraiment que c'est elle qui donne vraiment un tempo et une énergie au film qui est vraiment fun, quoi, pour le coup. Et oui, c'est vrai, parce que le personnage de la sorcière est plutôt, comme t'as dit, stoïque. Ça fait un peu genre l'atello de la classe. C'est ça. Mais en fait, c'est la dynamique entre les deux qui donne une rythmique plutôt que juste elle. C'est genre comment les deux interagissent ensemble qui est assez fun, quoi. Et ouais, bah c'est une drama queen, quoi. C'est une drama queen. Elle cherche toujours l'attention, là, c'est un ego surdimensionné. Et même quand elle aide les gens, tu vois, au début, elle dit oui, je suis extrêmement gentil, j'aide vraiment les gens, mais on sent que c'est quand même par attention. On va pas se mentir, plus qu'autre chose. Mais elle finit effectivement par être beaucoup plus nuancée, et son amitié véritable avec Elphaba, à partir de la scène quand même de balle qui est super, bah là, ouais, je trouve leur relation super, et je le redis encore une fois, voilà, c'est vraiment le cœur du film, et ouais, je suis amoureux d'Ariana Grande, je crois. Allô. Ok. Ouais, non, voilà, moi j'ai un petit truc pour elle, voilà, je le dis, je me dévoile. Moi, je l'avais vu dans Scream Queens, elle se faisait tuer. Ah oui, c'est vrai. C'était une scène un peu drôle où elle se fait tuer, elle lui envoie des SMS et tout, c'était aussi un peu. Ouais, elle tue un registre comique. Ouais. Dans Don't Look Up, elle était dans Don't Look Up où elle jouait un peu son propre rôle. Elle jouait une pop star qui fait des chansons pour l'environnement et tout, et c'est assez drôle et tout. Et ouais, elle a un registre assez comique aussi, donc je pense qu'elle est très douée pour ça de base. Et d'ailleurs, elle a commencé par des trucs, par de la comédie, hein, plus que chant, puisqu'elle a commencé dans, tu sais, les trucs Nickelodeon, les trucs Disney Channel. Je crois que c'est c'est Nickelodeon, je crois, mais tu sais, c'est les trucs, c'est les séries comme ça sur plateau pour teenage, quoi. Ouais, les sitcoms comme Selena Gomez ou ce genre de choses. Oui, voilà, comme les sorciers de Waverly Place et les trucs comme ça. Elle a commencé dans des trucs comme ça, quoi. Donc elle a commencé techniquement en tant qu'actrice aussi, donc voilà, ça se sent quand même qu'elle est, enfin en tout cas elle a pas été prise par hasard, je trouve, et je trouve qu'elle joue bien, quoi. Parce que tu sais, ça aurait pu être le syndrome, on te chope une pop star et voilà, quoi, on te fait un film, et non, je trouve que vraiment je pense que dans l'idée, oui, ils ont pensé à elle parce que c'est une pop star sur le coup, et que pour c'est une comédie musicale aussi, donc faut comprendre des gens qui savent chanter. Ouais, aussi. Pas forcément, mais dans celui-là, oui. Oui. Dans celui-là, oui. Oui, c'est vrai qu'il pourrait faire du playback, en fait, au final, c'est vrai. Non, mais tu sais, il y a des comédies musicales, comme La La Land, par exemple, ou des trucs comme ça, où ils veulent jouer sur le fait qu'en fait, les acteurs sont pas des chanteurs incroyables, mais pour révéler une certaine authenticité dans les jeux et tout ça. Oui, comme dans Joker Folie à 2. Ouais, mais dans Joker Folie à 2, c'est nul. Mais il y a cette idée-là dans Joker Folie à 2, avec Joaquin Phoenix qui chante vraiment, etc. Mais là, quand même, enfin, vu le niveau des chansons déjà et l'idée du film, ça aurait pas marché de prendre des acteurs qui savent pas chanter pour chanter ça, quoi. Ça, c'est très bizarre. Parce que La La Land n'est pas aussi une adaptation de Broadway, d'un musical de Broadway. Ah bah non, quand même. Jonathan Bailey, toi, il t'a insupporté. Je sais pas, j'ai pas aimé quand il est arrivé et tout. Je dis, vas-y. Mais c'est vrai que ça fait un triangle amoureux qui commence à se former, donc là, on est vraiment dans le teenage movie, hein. On est vraiment dans le teenage movie complet, là. En fait, moi aussi, en fait, il se donne cette fausse image de prince et tout. Et en fait, au moment où il devient bien, c'est quand il arrête cette image de prince un peu charmeur. Mais malheureusement, ça dure 10 minutes et il sort du film. Donc, tu fais, bon, dommage. Ce sera dans la partie 2 et tout. Donc, tu fais, bon. C'est un peu plus compliqué, quoi. Sinon, on a Michelle Yeoh. On doit pas le voir tellement au final. Hein? Ouais. T'as dit quoi? Non, mais je dis, c'est vrai qu'on doit pas le voir beaucoup au final, Jonathan Bailey dans le film. Parce que je me souviens de la scène de la bibliothèque, après qu'il se balade, quand il sauve le lion, là. Et puis c'est tout. Ouais, mais Bic, pareil, hein, tu sais, le roux, là, qui est amoureux de Glinda au début et tout, et tu penses qu'il va y avoir un truc, et en fait, pas du tout. Bon, voilà. Il y a plusieurs personnes comme ça, il y a le mec aux lunettes, là aussi, qu'on voit plusieurs fois. Je sais même pas de qui tu parles. De Glinda. Mais si, c'est Glinda, Oui, mais après ça c'est des sidekicks, genre en fait ils la suivent parce qu'elle est populaire, quoi, c'est tout, tu vois. Et ça c'est un peu drôle quand même. Mais on a Michelle Yeoh aussi qui est docteur Morrible, enfin professeur Morrible, un truc comme ça. Ouais, Morrible, ouais. Moi un peu déçu de son rôle, clairement. Parce qu'elle est horrible, non? Bah ouais, peut-être comme ça, elle cache quelque chose de Morrible, je sais pas. J'ai pas la ref, mais au final on la voit
Enfin, on la voit à la fin et au début, j'ai l'impression, plus qu'autre chose. Bah, en fait, elle est là à peu près, tu sais, elle est ponctuée dans le film, mais pendant 2 heures, c'est une professeure, voilà, quoi, c'est un peu, bon, il y a ce côté un peu mère de substitution de Elphaba, tu sais, parce qu'elle a pas, mais Elphaba, sa mère est morte, etc. Enfin, elle se dévoile, le moment où elle se dévoile vraiment, ça se dévoile beaucoup trop tard, elle se révèle dans les 30 dernières minutes et, c'est là où elle devient peut-être intéressante, mais c'est trop tard, malheureusement, et tu fais, bon, à suivre partie 2, tu vois. Non, mais tu rigoles, mais vraiment, cet effet-là, je trouve T'as saoulé un peu. Ouais, il fait défaut à beaucoup de persos du film, quoi. Et Jeff Goldblum, tu l'as trouvé comment, Magicien d'Oz? Lui, c'est pareil, vraiment, c'est très tard. Après, ouais, pourquoi pas? Non, moi je l'ai trouvé bien dans le Magicien d'Oz. Après il fait son Jeff Goldblum, quoi. C'est le mec un peu maladroit, tu sais, qui parle avec ses mains là, tout ça. Il a une chanson qui est pas ouf, faut le dire, qu'il chante pas super bien non plus, Jeff Goldblum, voilà. Et je m'en souviens même plus. Il chante, tu sais, il est derrière ses rideaux, etc. Il fait ses trucs, quoi. Mais oui, c'est un genre de manipulateur un peu maladroit, un peu manche et tout. Et ça va bien à Jeff Goldblum, voilà. C'est plutôt pas trop mal, voilà. Et moi, en vrai, à chaque fois que je vois Jeff Goldblum, j'aime bien le voir. Je sais pas, je le trouve sympathique. Oui. Ouais, il est tellement étrange comme personnalité, etc. que tu sais, t'as envie de lui parler. Moi, j'ai envie de prendre un verre avec Jeff Goldblum qui me raconte sa vie pendant des heures. Ah oui, je pense qu'il doit être très très cool, hein. D'ailleurs, en interview, à chaque fois qu'il commence à raconter une anecdote, il s'arrête pas. Genre, c'est hyper drôle. Genre, le mec parle pendant 1 heure et tout. Si personne l'arrête et tout, c'est vraiment une personnalité à part. Il est vraiment drôle, quoi. Mais voilà, moi je trouve que en conclusion, c'est un peu dommage que y ait cet effet coupé les films en 2 et qui se répand de plus en plus dans le cinéma, ce qui m'attriste un peu. Et ouais, voilà, sinon c'est quand même une comédie musicale qui est loin d'être honteuse et qui est portée par un duo d'acteurs assez bon, et peut-être que tu as des choses à rajouter, Ista. Moi j'ai même l'impression, on dit il y a beaucoup de chansons, mais en fait j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tellement. Ouais. Pour une comédie musicale, mais je pense que c'est parce que aussi c'est comme tu dis, c'est coupé en 2 sur le coup. Oui. Mais après, apparemment, j'ai lu que les 2 plus grosses chansons qui sont, c'est censé Defying Gravity et Popular, ils sont dans celui-là. Donc apparemment dans la partie 2, ils ont rajouté 2 ou 3 chansons. 2 chansons originales, ouais, ils ont dit, ouais, c'est ça. Mais moi, en fait, peut-être qu'en fait, il y a pas tant de chansons, mais j'ai l'impression que les chansons sont longues. En tout cas, dans des séquences de chansons sont assez longues. Donc peut-être que c'est pour ça que j'ai l'impression que ça a pas mal chanté quand même. Ouais, mais tu vois, il doit en avoir 4 ou 5, quoi. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y en a une dizaine. Ah ouais? J'ai pas l'impression qu'il y en a une tellement. Il y a la chanson au début, là, où il chante la mort de la sorcière. Il y a la chanson d'Elphaba qui est ouais, oui, c'est vrai. Il y a 6 ou 7. La chanson, ils arrivent à l'école. Je sais plus. Bref, il y a des chansons, mais en fait, peut-être aussi, ils nous ont pas marqué. En fait, non, c'est en fait, de ce que oui, parce qu'en fait, je l'ai vu en avant-première aussi, donc je l'ai vu il y a 2-3 semaines, donc j'ai plutôt en tête frais et tout. Mais je me souviens qu'au début, ça chante beaucoup, et que d'un coup, ça s'arrête et c'est plus fluide, en fait. Surtout. Ah, peut-être raison, sur le coup. C'est vrai qu'ils peut-être ils enchaînent pas mal au début, ouais. C'est vrai que je crois qu'ils enchaînent pas mal, t'as raison, au début. Parce que je crois qu'au début, ils enchaînent 3 chansons pratiquement d'un coup, comme tu dis, il y a le village qui chante, après ils arrivent à l'école, ça chante, et puis après ça chante encore. Il y a la sorcière qui chante quand elle est toute seule. Et puis après, je crois que ça se calme sur le coup. Je pense, ouais, dans le bilan des chansons, je suis pas sûr qu'il y en a tellement que ça. Enfin, je sais pas, mais Non, mais t'as peut-être raison, pour le coup. À vérifier. Mais en tout cas, dans le film, ça m'a pas, enfin voilà. Je trouve que ça chante pas mal, voilà. Soyez prévenus. Oui, mais c'est une comédie musicale, quand même, donc bon. Du coup, le film, fait un carton aux États-Unis. Est-ce que tu penses que la partie 2 va être meilleure que ce film-là, va créer plus la sensation, puisque là on parle quand même d'Oscar, etc. pour le film. Est-ce que tu penses que il va avoir une belle campagne aux Oscars et que la partie 2 sera un succès équivalent? Je sais pas, je crois que si on prend les films qui ont fait un peu des parties 2, je crois que sur Harry Potter ça avait plutôt fonctionné, la partie 2. Oui, mais là c'était la folie, Harry Potter. Bref, c'était la conclusion de 15 ans, de 13 ans. Oui, je en crois, plus, il y avait ça aussi. Par contre, Twilight, je sais pas si ça a pris, la partie 2. Après Twilight, le truc c'est que, bon, je crois que la partie 4 et 5, genre, ça aurait dû être un seul film, mais ils l'ont coupé en 2 pour des raisons marketing, etc. Enfin, bref, c'est assez, bon, assez obscur, quoi, mais c'est... Parce que je pense aussi à Matrix Reloaded, Matrix Revolution, donc Matrix 2 et 3, où par contre il y a eu 6 mois d'écart, je crois, entre les deux, et le 3 n'a pas du tout fonctionné, il a fait un énorme flop. Après aussi, faut savoir, Matrix 2 était très attendu, il me semble, mais le 2, quand il est sorti, il a eu des retours un peu plus mitigés, beaucoup plus mitigés que le premier, et donc du coup, ça a peut-être un peu refroidi pour la partie 3, alors que là, Wicked, c'est quand même
plutôt il y a beaucoup de gens qui sont même plutôt surpris, et donc peut-être même que le prochain film, je le dis, il va booster d'un an de trucs, et potentiellement même des Oscars, etc., pas mal de récompenses et tout, qui va peut-être booster pour le prochain film qui sort dans un an. Donc je me dis, peut-être même que le prochain il va faire plus d'entrées, quoi, parce que il y a quand même beaucoup de gens là qui te disent, qui sont vraiment excités par le film, quoi. Donc voilà, quoi. Oui, et il y en a qui en entendent rien, qui sont surpris, ça, c'est pas mal en fait. C'est, ouais. Et puis ça comme se trouve, on disait, c'est entraînant, c'est un peu rythmé, tout ça, donc c'est sympa. Enfin, moi je comprends que ça puisse fonctionner auprès d'un grand public, quoi, clairement. Et puis dans un mois et demi, ce truc va se retrouver sur les plateformes et ça va être encore plus un carton, etc. Les gens qui sont pas déplacés en salle, ils vont vouloir se déplacer pour le prochain. On n'est pas là. Ouais, puis les gens vont chanter pendant le partie 2, et puis non. Oh putain, non. Ouais, arrête, ne chantez pas, s'il vous plaît, au cinéma, respectez les gens. Mais voilà, quoi, Ista, on a fait un bel épisode, là, quand même, dessus. On a fait une bonne heure. C'est vrai. Quasiment. Là, je les ai fait à Paris, Paris Kebab, Paris, je sais pas. Bah toi, tu veux faire des Paris Kebab, mais si tu veux Paris Kebab, Paris Kebab, que la partie 2 va mieux marcher que la partie 1, voilà. Ok. Allez, on se retrouve dans un an. Mais avant de se quitter, Ista, est-ce que tu peux nous dire ce qui sort cette semaine au cinéma? Alors, eh bien, il y a Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, donc le film d'animation sur le Seigneur des Anneaux, qui parle de la guerre des Rohirrim, produit par Peter Jackson, hein, et voilà, c'est un réalisateur japonais. Kenji Kamiyama, voilà, qui a travaillé dans énormément de gros films cultes de l'animation japonaise, genre Akira, etc. Et on va en parler la semaine prochaine, Ista. Ouais, et on aura peut-être des invités. Peut-être. Rien n'est confirmé, mais peut-être qu'on aura un voire deux invités de luxe, donc ça peut être le crossover. Est-ce que ça serait pas la nuit des sorties Infinity War, peut-être? Et voilà, Ista, on en finit pour aujourd'hui. Voilà, avec ces critiques qui arrivent beaucoup plus tôt que d'habitude. Et on espère que vous avez aimé cet épisode. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à mettre le petit pouce en l'air ou à mettre les 5 étoiles selon votre plateforme d'écoute. Voilà, si vous nous écoutez sur Spotify, sur Deezer, Apple Podcast, etc., vous connaissez. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Blue Sky maintenant, sur TikTok, voilà, sur Instagram, sur YouTube, vous connaissez, et ça fait toujours plaisir. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine, voilà, le retour du format, et on s'y retrouve très bientôt, Ista. Ouais, à bientôt. Allez, ciao.